Une cuillère en argent, un code caché, et un secret que quelqu'un tuerait pour garder enterré. Bienvenue à Détectives éternels. Je suis votre hôte, Mathéo. Faites-moi savoir d'où vous regardez. Je lis tous les commentaires. Vous faites également partie de ce mystère. Alors ne restez pas silencieux. C'était le genre de matin de printemps qui semblait trop parfait pour permettre quelque chose d'aussi vulgaire que la violence. St. Mary Mead, avec ses roses trémières et ses hortensias qui commencent à peine à bourgeonner, était une image de la sérénité anglaise. Le soleil filtrait doucement à travers les nuages vaporeux, illuminant les jardins modestes mais entretenus avec amour qui parsemaient le village comme des taches brodées sur une courte pointe très appréciée. L'air transportait une légère odeur de lilas et de glycine qui s'enroulait lourdement sur les clôtures des maisons et les murs de pierre. Au cœur de ce calme pittoresque se trouvait le jardin de Miss Lavinia Pinkerton, une affaire plutôt grandiose selon les normes du village, avec des urnes ornementales, des haies sculptées et une pelouse bien entretenue qui avait été roulée 3 fois cette semaine-là. C'était l'année T de la Société du Printemps, un nom plutôt pompeux pour ce qui était en substance, un prétexte pour les dames plus âgées du village d'afficher leurs pâtisseries et leurs potins. Lavinia était célèbre, ou peut-être tristement célèbre, pour ce rassemblement qui se tenait immanquablement le premier samedi après l'équinoxe. Cet après-midi-là, le craquement des tasses de thé et le bruissement des serviettes en lin étaient soulignés par des éclats de rire occasionnels. Miss Marple, assise sous un dais de glycine violet pâle, remuait son thé avec une douce précision. Elle portait un cardigan gris tourterelle et un chapeau de paille orné d'un ruban délavé, et depuis son perchoir tranquille, elle regardait le spectacle de personnalité devant elle. Il y avait le colonel Weatherby, à la retraite, et éternellement, rouge exposant les échecs de la jeune génération, Madame Edgecombe, qui parlait à voix basse de ses nerfs délicats, tout en sirotant du gin déguisé en thé. Et la jeune Ivy Reston, la nouvelle compagne de Miss Pinkerton, une fille aux yeux intelligents et à l'air de défi discret. Monsieur Giles Lorimer, l'avocat, planait près des rosiers, fumant un mince cigare et regardant bien trop souvent Ivy. À 4h15 exactement, Lavinia Pinkerton se leva de sa chaise en osier avec une dignité cérémonielle. C'était une femme grande et majestueuse, avec une allure royale, comme une duchesse qui aurait égaré son titre quelque part sur la côte du Sussex. Elle leva sa tasse de thé. « Je voudrais, » commença-t-elle, avec un regard impérieux autour d'elle, « vous remercier tous d'être venus. Je sais que certains d'entre vous ont peut-être entendu... » Elle n'a jamais fini la phrase. Un fracas résonna sur la pelouse alors que sa tasse tombait et se brisait sur les dalles. Lavinia recula en chancelant, s'agrippant au devant de son corsage. Pendant un instant étrange et figé, il sembla qu'elle avait simplement perdu l'équilibre. Mais ensuite elle s'effondra sur le côté, sa silhouette s'effondrant avec une grâce lente et contre nature dans le parterre de fleurs, les pétales vibrants des primes verts et des myosotis fleurissant autour d'elle comme des pleureuses. Ivy. « Restons à crier. » Madame Edgecombe laissa tomber sa tasse en sanglotant. Le colonel Weatherby se leva d'un bond, criant quelque chose d'incohérent sur l'odeur des sels et des médecins. Miss Marple n'a pas crié. Elle ne s'est pas non plus levée. Au lieu de cela, elle se pencha légèrement en avant, ses yeux bleu pâle se plissant sous le bord de son chapeau alors qu'il se fixait sur la forme sans vie de Lavinia. « Quelqu'un appelle le docteur Rowntree immédiatement. » Monsieur Lorimer a pleuré. « Elle peut encore... » « Elle est partie, » dit doucement Miss Marple, l'interrompant avec une finalité tranquille. « J'ai bien peur qu'elle soit complètement partie. » Il y eut une pause comme si le jardin lui-même retenait son souffle. « Mais elle allait bien il y a quelques instants, » balbutia Madame Edgecombe. « Elle parlait, n'est-ce pas? Elle parlait. »« Elle l'était, » murmura Ivy, pâle et tremblante, et elle a dit qu'elle allait annoncer quelque chose. Quelque chose à propos de ce que nous avons peut-être entendu? Je me demande, dit doucement Miss Marple,
surtout pour elle-même, ce qu'elle voulait nous dire. Le docteur Rowntree arriva dans le quart d'heure, convoqué avec frénésie par la femme de chambre du colonel Witherby. C'était un homme voûté et intelligent, aux cheveux clairsemés et au nez pointu, qui déclarait sans hésitation que Miss Pinkerton était décédée d'une grave insuffisance coronarienne. Le stress, sans doute, ajouta-t-il, en repliant son stéthoscope dans un soupir. Peut-être un choc récent, elle n'était pas aussi forte qu'elle aimait le prétendre. Comme on pouvait s'y attendre, les villageois n'ont pas accepté le verdict aussi facilement. Au crépuscule, les chuchotements avaient recommencé. Que Lavinia avait des ennemis, oh oui, malgré ses œuvres caritatives et son jeu d'orgue. On avait vu cette Ivy Reston, si moderne et singulière, se disputer avec elle le matin même. Que M. Lorimer, son avocat, lui avait récemment rendu visite à l'improviste et était parti en colère, qu'elle avait mentionné la révision de son testament, qu'elle deviendrait paranoïaque. Miss Marple rentra chez elle, alors que le soleil baissait derrière le presbytère, projetant de longues ombres sur la ruelle pavée. Sa femme de chambre, Florence, s'affairait dans la cuisine, parlant d'un ton anxieux de la soudaineté de tout cela. Et juste après avoir acheté cet étrange petit médaillon chez le marchand d'antiquités, dit Florence, presque pour elle-même. Une chose comme ça me donne des frissons. Miss Marple s'arrêta dans le couloir, les yeux levés immédiatement. Un médaillon? Demanda-t-elle doucement. Oh oui, dit Florence en hochant la tête. Elle l'exhibait hier dans la boutique. Elle a dit qu'il y avait de la glycine pressée dans l'argenterie. Elle l'a appelé un souvenir de quelque chose qu'il vaut mieux oublier. Bizarre, vous ne trouvez pas? Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle se dirigea vers la fenêtre où ses géraniums captèrent les dernières lueurs. Quelques bas par derrière elle, le bruit de Florence réglant la bouilloire résonnait dans le silence. « Oui, dit-elle finalement si doucement que ces mots auraient pu passer inaperçus. Vraiment très étrange. Le lendemain matin, St. Mary Mead vibrait au doux bourdonnement du scandale. La nouvelle de la mort de mademoiselle Pinkerton avait déjà dépassé les haies du jardin et les palissades de pierre, se répandant dans le village comme de l'encre sur du linge fin. Bien que le docteur Rowntree ait fait une déclaration préliminaire de cause naturelle, rares étaient ceux qui acceptèrent cette explication sans hésitation, et certainement pas mademoiselle Hartnell, qui arriva à la porte de mademoiselle Marple à 9h30 précises, déjà rouge de détermination et d'indignation. Elle était assassinée, Jane, a déclaré Miss Hartnell sans préambule, entrant dans le salon avec son parapluie encore légèrement dégoulinant sur le tapis. Je me fiche de ce que dit ce médecin. Une femme ne s'effondre pas simplement au milieu de sa propre garden party, pas avec que regarde son visage. Je l'ai bien vue. Elle avait peur. Elle savait quelque chose. Miss Marple, assise près de la cheminée avec sa broderie sur ses genoux, haussa un sourcil avec un léger amusement. « Asseyez-vous, chérie. Voudriez-vous une tasse de thé ?»« Non, merci, » dit Miss Hartnell, même si elle se laissa tomber dans le fauteuil avec un soupir qui suggérait qu'elle avait l'intention de rester. « Un moment. Et ne me regardez pas comme ça. Je suis peut-être excité, mais je ne suis pas un idiot. Il se passe quelque chose. N'avez-vous pas vu la façon dont Ivy Reston est devenue blanche comme de la craie? Et qu'en est-il de cet avocat, M. Lorimer? Il la surveillait comme un faucon. Il l'était. » Miss Marple émit un bourdonnement évasif et continua de coudre, un délicat brin de lavande. C'est vrai que Miss Pinkerton était plutôt théâtrale dans ses derniers instants, mais parfois la nature est aussi théâtrale. Les cœurs s'arrêtent, ma chère, et tout d'un coup. Miss Hartnell renifla. Elle avait des ennemis. Tout le monde savait qu'elle pouvait être plutôt acerbe, et si la moitié des choses que j'ai entendues sur ses relations avec la succession de son défunt frère sont vraies, eh bien, il y a suffisamment de motifs pour quelqu'un. Cette remarque fit réfléchir Miss Marple. Elle posa doucement le cercle à broder sur la table à côté d'elle. « La succession de son frère? »« Oui, feu Monsieur Hubert Pinkerton, » répondit Miss Hartnell avec empressement.
sentant qu'elle avait suscité un certain intérêt. Il est mort il y a une dizaine d'années. Il a tout laissé à Lavinia, puisqu'il ne s'est jamais marié. On a parlé d'une dispute avant son décès. Un problème juridique, je crois, et un héritage familial disparu. Un médaillon, n'est-ce pas? Les yeux de Miss Marple, perçants et alertes malgré son expression sage, se tournèrent momentanément vers la fenêtre. Le médaillon de glycine. Miss Hartnell cligna des yeux. Oui, c'est comme ça qu'il l'appelait. Il y avait une vigne de glycine gravée dedans, tout à fait distinctive. La rumeur veut que Lavinia l'ait cachée depuis. Une affaire épouvantable, vraiment. En effet, murmura Miss Marple. On frappa doucement à la porte d'entrée, et Florence, qui apparut un instant plus tard, son tablier saupoudré de farine. « L'inspecteur Cray veut vous voir, madame. » Mademoiselle Hartnell se redressa, ravie. « L'inspecteur est impliqué. Oh, ça veut dire qu'ils prennent l'affaire au sérieux. » Miss Marple se leva et lissa sa jupe. « Merci, Florence. S'il vous plaît, faites-le entrer. » L'inspecteur Cray était un homme d'une quarantaine d'années, solidement bâti, avec une moustache qui se hérissait lorsqu'il fronçait les sourcils et un air méthodique. Il entra dans le salon avec un signe de tête respectueux. « Miss Marple, » dit-il gravement, « j'espère que je ne vous interromps pas. »« Pas du tout, inspecteur. Rejoignez-nous, » dit-elle en désignant le coin du feu. « Mademoiselle Hartnell et moi parlions, justement de la pauvre Miss Pinkerton. » Cray s'assit et posa son cahier sur ses genoux. « Je pensais me renseigner. Le docteur dit qu'il s'agit probablement d'une mort naturelle. Mais compte tenu des circonstances, eh bien vous savez ce que c'est. Lorsqu'une personnalité éminente meurt devant 30 témoins, les cuivres deviennent nerveux. Comme il se doit, marmonna Miss Hartnell. Cray s'éclaircit la gorge. J'aimerais savoir si l'un de vous a remarqué quelque chose d'inhabituel. Le comportement de Miss Pinkerton dans les jours qui ont précédé le thé. Quelqu'un qui aurait pu vouloir... Qu'elle se calme. Miss Hartnell s'est lancée dans un récit animé de chaque regard suspect et de chaque remarque désinvolte qu'elle avait observée pendant la garden party, dont la plupart impliquaient des ragots, des affronts mineurs et son aversion personnelle pour les manières citadines d'Ivy Reston. Cray écoutait patiemment, prenant des notes éparses, même si ses yeux se tournèrent parfois vers Miss Marple, qui restait silencieuse, les doigts soigneusement croisés sur ses genoux. Lorsque Miss Hartnell eut finalement terminé, Cray se tourna vers Miss Marple. « Et vous, madame, avez-vous remarqué quelque chose de particulier ?» Miss Marple pencha la tête pensivement, seulement que Miss Pinkerton semblait anxieuse, distraite, pas tout à fait elle-même. Je dirais qu'elle avait quelque chose en tête. Cray hocha la tête. Cela correspond à ce qu'a dit Ivy Reston. Apparemment, Miss Pinkerton avait prévu de faire une annonce lors du thé, quelque chose d'important, mais personne ne semble savoir de quoi il s'agissait. La voix de Miss Marple resta douce. Elle était peut-être sur le point de révéler quelque chose d'assez privé. « Comme un changement de testament ?» demanda Cray en la regardant attentivement. « Peut-être. Ou des aveux. Ou une menace. Ça dépend de ce qui était caché dans ce petit médaillon en argent. » « Médaillon ?» Miss Marple eut un sourire délicat. Oui, d'après Florence, et confirmé par Miss Hartnell, il s'agissait d'une pièce antique récemment acquise. Miss Pinkerton l'avait avec elle au thé. Cray fronça les sourcils. « C'est drôle, on n'a rien trouvé de tel sur elle. Alors je suggérerais à quelqu'un de le prendre, » dit simplement Miss Marple. Il y eut un silence dans la pièce, interrompu, seulement par le crépitement du feu. Cray griffonna rapidement quelque chose dans son carnet. « Mais bon, il faudra que je revoie mademoiselle Reston et l'avocat. Peut-être même que je fasse examiner le corps plus en détail. » Alors que l'inspecteur se levait pour partir, Miss Marple dit « Inspecteur, une dernière chose. Si le médaillon a été pris, il est probable que l'acte était impulsif. Audacieux même. Vous souhaiterez peut-être déterminer qui avait à la fois une proximité et une raison de paniquer. » Cray hocha lentement la tête. « Vous avez toujours une façon de voir les coins que les autres manquent,
Miss Marple. Après son départ, mademoiselle Hartnell se tourna vers elle, les yeux écarquillés. « Pensez-vous vraiment qu'il a été volé? Que le meurtrier... » « Nous ne savons pas encore qu'elle a été assassinée, » l'interrompit gentiment Miss Marple. « Il manque seulement quelque chose, et la tranquillité d'esprit de quelqu'un. » Plus tard dans la soirée, les lampes de la petite chambre d'Ivy Reston, au-dessus de la résidence Pinkerton, ont allumé tard dans la nuit. Elle était assise à son bureau, tournant et retournant quelque chose dans sa main. Une fine chaîne, un fermoir. Un médaillon assombri par le temps, portant sur sa surface des vignes de glycine gravées. Ses doigts tremblaient. On frappa à la porte. Elle s'est figée. « Mademoiselle Reston ?» fit la voix de M. Lorimer derrière la porte. « Puis-je avoir un mot ?» Elle se leva, glissant lentement le médaillon dans la doublure de sa poche. « Bien sûr, Monsieur Lorimer, » répondit-elle d'une voix ferme. « Juste un instant. » Et tandis qu'elle traversait la pièce, son ombre s'étendait longuement contre le plancher, l'odeur de glycine flottant à travers la fenêtre ouverte derrière elle, comme le fantôme d'un souvenir pas encore apaisé. Le matin qui a suivi la visite de l'inspecteur Cray, le temps était couvert, projetant une teinte gris nacré sur St. Mary Mead. La pluie était tombée légèrement au petit matin, laissant les haies humides et les ruelles pavées luisantes. Les cloches de l'église sonnaient doucement depuis Saint-Martin, leur carillon étant étouffé par la brume qui pendait bas comme un linceul. C'était un mardi, calme et tamisé, mais sous l'extérieur calme du village, des courants sous-jacents s'agitaient. Miss Marple se levait tôt, comme toujours. Elle avait terminé son modeste petit déjeuner composé d'œufs pochés et de pain grillé à 8h30, et avait déjà écrit une lettre à sa nièce à Torquay. Mais ce matin, elle n'est pas retournée à sa broderie ni à sa promenade, habituelle au bord de la commune. Au lieu de cela, elle partit pour le presbytère avec un sentiment de détermination tranquille. Elle portait un manteau bleu pâle, boutonné haut, et portait son parapluie même si le ciel avait cessé de pleurer. Pour un observateur occasionnel, sa démarche n'avait rien de précipité ou d'inhabituel. Mais en réalité, son esprit bougeait plus vite que ses pieds. Il y avait des détails, des fragments plutôt, qui attirèrent son attention. L'expression finale de Miss Pinkerton, le médaillon manquant, le visage pâle d'Ivy Reston et l'observation attentive de l'avocat. Un puzzle se formait, et Miss Marple, avec son talent pour tricoter ensemble les brins de la folie humaine, était déjà en train de lancer les premières boucles. La porte du presbytère fut ouverte par Madame Calthorpe, la gouvernante du vicaire, une grande femme aux manières vives et efficaces et au regard constamment méfiant. « Oh, bonjour, Miss Marple », dit-elle en s'essuyant les mains avec son tablier. « Il est dans le bureau avec ce jeune artiste. Vous pouvez passer. »« Merci, Madame Calthorpe, » dit doucement Miss Marple. « Tu es toujours très utile. » Le bureau du vicaire était une pièce agréable, bordée de livres, et emplie de l'odeur de la fumée de pipe et du vieux cirage à bois. Le révérend Léonard Clément se tenait près du foyer, en pleine conversation avec un jeune homme vêtu d'un pull froissé et d'un pantalon en velours côtelé, qui leva les yeux avec un sourire penaud lorsque Miss Marple entra. « Ah, Miss Marple, » dit chaleureusement le vicaire. « Entrez, entrez. Nous parlions justement d'art, ou plutôt de la raison pour laquelle je ne semble pas en avoir le goût. Puis-je vous présenter Monsieur Benedict Hayter? Il a loué le cottage près de Chalk Lane pour le printemps. »« Comment allez-vous, Monsieur Hayter ?» dit Miss Marple, ses yeux observant les légères traces de charbon sur ses poignets. « Enchanté de vous rencontrer, Miss Marple, » a déclaré Hayter. « Votre vicaire a gentiment cédé à mes divagations sur la couleur et le caractère. » Le vicaire rit. Une discussion qui, je l'avoue, m'a largement dépassé la tête, mais le sens de l'observation de Benoît est remarquable. C'est une compétence utile dans un village comme le nôtre, dit Miss Marple en souriant. Les apparences sont parfois trompeuses. Le sourcil de Hayter se souleva légèrement. Parlez-vous de Miss Pinkerton par hasard? Terrible choc, ça. Je suis passé devant le jardin juste au moment où la fête se terminait. Pauvre vieille, froissée.
dans les pâquerettes. Vous l'avez vu tomber? Oh non, dit-il rapidement en secouant la tête. Seulement les conséquences. Des gens se précipitant. Une jeune femme en larmes. Miss Reston, je crois. Miss Marple hocha la tête. Oui, le compagnon. Cela semblait vraiment dévasté. Ajoutez Hayter, avant de baisser légèrement la voix. Mais si vous me demandez, l'avocat avait l'air plutôt moins affecté. En fait, je l'ai vu s'éloigner par la porte latérale, alors que tout le monde était rassemblé autour du corps. Bizarre, ça. Le vicaire jeta un coup d'œil à Miss Marple, qui reçut l'information avec un intérêt calme, comme si quelqu'un avait commenté le temps. « Voudriez-vous m'excuser, vicaire? J'aimerais avoir un petit mot avec vous, » dit Miss Marple après une pause. « En privé, si cela ne vous pose pas trop de problèmes. » Hayter, comprenant l'allusion, se leva et fit un signe de tête poli. « Bien. Sir, je vous laisse tous les deux à votre... Comment l'appellerons-nous? Enquête discrète. » Une fois la porte refermée derrière lui, l'expression cordiale du vicaire s'adoucit pour laisser place à l'inquiétude. « Je suppose que vous pensez qu'il y a plus dans la mort de Lavinia Pinkerton qu'il n'y paraît? »« Je le soupçonne, » répondit Miss Marple. « Je ne dirai pas meurtre, pas encore. Mais quelque chose a été volé, et quelque chose devait certainement être dit. » Le vicaire réfléchit à cela. « Je dois admettre qu'elle semblait accablée ces derniers temps. Elle est venue se confesser il y a à peine 2 semaines, pas au sens religieux du terme, plutôt pour une pesée morale de l'âme. Vous souvenez-vous de quelque chose de spécifique? Elle a évoqué une erreur de jeunesse, quelque chose qui a eu des conséquences pour quelqu'un d'autre. Elle est restée évasive sur les détails, mais elle a parlé d'un médaillon, un souvenir qu'elle avait caché. J'imagine que c'est celui-là même dont Florence m'a parlé. » Le vicaire fit une pause puis ajouta « Elle a dit qu'elle avait peur que quelqu'un sache, qu'il puisse utiliser le passé contre elle. » Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Que pensez-vous qu'elle faisait l'objet d'un chantage ?» Le vicaire hésita. « Je ne saurais le dire, mais je crois qu'elle craignait le scandale, que quelque chose devienne public. Elle m'a demandé très sérieusement si la vérité apporte toujours la paix. » Miss Marple se leva. « Merci, Léonard. C'est très utile. »« Jane, » dit-il en l'arrêtant. « Doucement, Anne, soyez prudent. Les secrets ont des bords tranchants et parfois les visages les plus gentils cachaient les souvenirs les plus cruels. » Elle offrit un léger sourire. « Tu sais que je ne cherche pas le danger, seulement la compréhension. » Pendant ce temps, à Rosebank House, la maison de Lavinia Pinkerton, Ivy Reston était assise, les mains étroitement jointes sur ses genoux. Monsieur Giles Lorimer se tenait à la fenêtre, le regard lointain et la voix basse. Le testament a été révisé pour la dernière fois il y a 6 semaines, a-t-il déclaré. Lavinia souhaitait apporter des changements, même si elle ne m'en a jamais révélé la nature par écrit. Nous devions nous rencontrer la semaine prochaine pour le finaliser. A-t-elle mentionné qui elle avait l'intention de nommer? Demanda Ivy, essayant d'empêcher sa voix de trembler. Lorimer se tourna vers elle, les yeux perçants. Seulement que c'était quelqu'un d'inattendu. Il y eut une pause avant d'ajouter « Dites-moi, Miss Reston, Lavinia a-t-elle déjà discuté ?»« D'un bijou avec vous? Un objet de famille, peut-être ?» Le souffle d'Ivy se coupa, mais elle feignit la confusion. « Une broche, peut-être. Elle en portait plusieurs. Pas une broche. Un médaillon, en argent, avec une gravure de glycine. »« Non, » dit Ivy trop rapidement. « Je ne m'en souviens pas. » Lorimer la regarda en silence pendant un moment trop long. « Eh bien, dit-il enfin, ce n'était peut-être rien. » Mais Ivy savait que ce n'était pas le cas. Elle pouvait sentir le poids du médaillon pressé contre la doublure de son manteau. Une promesse froide et silencieuse de danger. Cet après-midi-là, Miss Marple se tenait devant sa cheminée, le tic-tac de l'horloge étant le seul bruit dans la pièce. Ses pensées revenaient encore et encore à une phrase que Lavinia avait prononcée un jour à la Guilde des femmes. « Il n'existe pas de secret inoffensif, seulement un secret qui n'a pas eu le temps de s'envenimer. » Et maintenant, ce secret avait mûri. Un souvenir verrouillé scellé dans de l'argent. Quelque part dans le village, la vérité attendait.
enveloppée de glycine et de regrets. Les jours qui suivirent la mort de Miss Pinkerton se passèrent dans un curieux mélange de deuil et de suspense. Une couronne de lys blanc avait été livrée à Rosebank House, son parfum se mêlant à celui de la glycine encore accrochée au treillis extérieur. Des banderoles noires étaient discrètement accrochées à la porte du jardin, et la maison elle-même prenait un air feutré et respectueux, même si tout n'était pas calme à l'intérieur de ses murs. Ivy Reston n'avait pas quitté la propriété depuis l'incident. Elle refusa les visites, à l'exception de brèves conversations avec la gouvernante et l'avocat, et passa son temps à errer silencieusement entre sa petite chambre à l'étage et le salon de feu Miss Pinkerton, où les tasses de thé restaient en place et où un motif de broderie inachevé gisait abandonné sur la table d'appoint. Chaque soir, elle sortait le médaillon du pli secret de son sac à main, le tenant dans sa paume, comme si elle voulait qu'il parle. C'était délicat, pas plus grand qu'une empreinte de pouce, et s'usait avec le temps. La gravure des vignes de glycine était pâle à certains endroits, comme la trace d'une vieille cicatrice. Il s'ouvrit avec un léger claquement. À l'intérieur, 2 minuscules photographies, l'une d'un enfant aux yeux écarquillés et sévères, l'autre d'une jeune femme en uniforme d'infirmière, l'expression illisible. Mais c'est ce qui se cachait derrière les photos qui perturbait le plus Ivy. Un morceau de papier jauni plié, pas plus long qu'une boîte d'allumettes, portant un nom qu'elle ne reconnaissait pas, et une seule, phrase de la main fluide et précise de Miss Pinkerton, « Elle ne doit jamais connaître la vérité ». Ces mots pesaient lourdement dans les pensées d'Ivy. Elle avait trouvé le médaillon non pas sur la personne de Lavinia, mais plus tard dans la soirée, coincé sous un coussin de chaise dans le salon de jardin. Elle n'avait pas eu l'intention de le garder, pas au début. Mais il y avait eu quelque chose d'instinct, un avertissement tacite dans sa poitrine qui disait « Cache ça », et c'est ce qu'elle avait fait. Maintenant, elle ne savait plus si elle protégeait les secrets de Lavinia ou les siens. Ailleurs dans le village, Miss Marple a rendu visite à Madame Edgecombe, dont la propension à connaître les affaires de chacun avait longtemps été considérée comme une nuisance mineure, et de l'avis de Miss Marple comme un atout majeur. Elle trouva la veuve dans son salon, allongée avec une délicatesse théâtrale, sous un châle au crochet douteux et sirotant du thé agrémenté d'une touche de tonique, provenant d'une carafe en verre taillé. « Ma chère Jane », salua-t-elle, les yeux brillants de curiosité. « Tu as dû venir pour la même raison que tout le monde, pour discuter de Lavinia. » Miss Marple sourit et s'installa sagement dans un fauteuil tapissé de fleurs. « Je crains de ne pas être aussi prompte à spéculer que certains, Clara. Je préfère poser des questions à ceux qui pourraient avoir des connaissances approfondies. » Madame Edgecombe rayonnait au compliment, une fausse modestie vacillant dans son expression. « Eh bien, je peux vous dire ceci, » commença-t-elle en se penchant légèrement. « Lavinia Pinkerton n'était pas une sainte. Ah oui, elle jouait la bienfaitrice quand cela lui convenait, mais j'ai vu la façon dont elle maniait sa charité comme une arme. Et Ivy, la pauvre fille, elle n'avait aucune idée dans quoi elle s'embarquait. Retenez mes mots. Lavinia avait des projets pour elle, des projets qui n'impliquaient pas de gentillesse. » Miss Marple pencha la tête. Comme c'est curieux, elle n'a laissé aucune trace officielle de telles intentions. Oh, mais c'est Lavinia de bout en bout, jamais du genre à mettre les choses sur papier si elle pouvait contrôler quelqu'un avec des promesses à la place. Mais elle a fait « Est-ce que ce testament est en attente, n'est-ce pas ?» « En effet, » a déclaré Miss Marple. Et j'ai aussi entendu dire qu'elle avait récemment racheté un médaillon ayant une valeur sentimentale. À cela, les yeux de Madame Edgecombe se plissèrent. Alors elle a fait le retrouver, mon Dieu. Je me souviens quand il a disparu, il y a des années après la mort de son frère. Il y a eu du tapage, je peux vous le dire. Lavinia avait alors accusé la femme de ménage. Oh, quel était son nom? Elsie? Non, Ethel. Ethel Harper. Douce fille. Lavinia l'a renvoyée sans référence, disant qu'elle ne pouvait faire confiance à personne qui touchait à des choses personnelles.
Y avait-il des preuves de la culpabilité de la jeune fille? Aucun du tout. Tout le monde pensait que Lavinia l'avait simplement égarée. Elle avait un penchant pour cacher des choses dans les endroits les plus étranges, des pots de fleurs, des boîtes à biscuits, même à l'intérieur du piano une fois, si vous pouvez le croire. Les lèvres de Miss Marple se pressèrent dans un moment de réflexion. Ethel Harper, savez-vous ce qu'elle est devenue? Madame Edgecombe renifla. J'ai quitté le village, je pense. J'ai épousé quelqu'un d'Eastbourne, peut-être. Mais Lavinia n'a plus jamais parlé d'elle. Miss Marple a classé le nom. Elle avait toujours cru que le passé dans les petits villages comme St. Mary Mead n'était pas tant oublié qu'enfoui, généralement juste sous les parterres de roses. En prenant congé, elle s'arrêta au bord de l'allée et regarda de l'autre côté de la place. La silhouette d'Ivy Reston était à peine visible à travers une fenêtre à l'étage de Rosebank House, encadrée en silhouette par les rideaux, attirée. Elle resta immobile, regardant quelque chose ou quelqu'un en dessous. Miss Marple suivit la ligne de son regard. Un homme se tenait devant la porte du jardin, grand, mince, inconnu. Il portait un manteau de laine sombre, malgré la douceur du temps, et avait l'air de quelqu'un récemment arrivé de la ville. Dans ses mains, il tenait un bouquet de violettes. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Elle tourna les talons et rentra chez elle d'un pas tranquille, mais avec une détermination aiguisée. Ce soir-là, Florence apporta le plateau du souper et s'arrêta près de la cheminée, où une lettre n'avait pas été ouverte. « Quelque chose est arrivé dans le deuxième message », a-t-elle déclaré. « De Londres, je pense. Ça sentait légèrement le tabac. » Miss Marple prit l'enveloppe et l'examina. L'écriture était élégante et sévère, masculine. Elle l'ouvrit avec son coupe-papier ivoire et lut lentement. Ce n'était pas signé, mais son message était clair. Si le médaillon a refait surface, il doit être restitué. Il y a encore ceux qui se souviennent de ce qui s'est passé. Le silence peut encore être préservé, si la discrétion est maintenue. Miss Marple posa le message sur la table d'appoint à côté du feu et sirota son thé sans commentaire. Elle savait désormais qu'il ne s'agissait plus simplement de bijoux, égarés ou de testaments réécrits. C'était quelque chose de plus sombre. Il y avait un fantôme dans le jardin, et ça sentait la glycine. Le lendemain matin, St. Mary Mead s'est réveillée avec l'odeur de la terre retournée et des haies humides. Une douce pluie avait traversé la nuit et le village portait son manteau de rosée avec une tranquille solennité. Pourtant, sous le charme endormi de la scène, un courant de malaise palpitait régulièrement. La mort de Lavinia Pinkerton, autrefois attribuée à des causes naturelles, était devenue tout autre chose. Une énigme enroulée autour de la mémoire du village comme du lierre sur la pierre. Miss Marple, comme à son habitude, se leva tôt. Elle avait dormi légèrement, ses rêves remplis de fragments, des visages à moitié visibles, des voix interrompues, un aperçu de quelque chose d'argent brillant dans le noir. Au cours de son modeste petit déjeuner composé de bouillie, d'avoine et de thé au lait, elle a relu la lettre anonyme qu'elle avait reçue la veille. Les mots « le silence peut encore être préservé » s'attardaient désagréablement dans l'air. Elle ne reconnut pas l'écriture, mais le ton était indubitable. La peur se faisait passer pour un ordre. Il était temps, pensa-t-elle, de reparler à l'inspecteur Cray. Elle le trouva au commissariat de police, niché derrière le bureau de poste, dont la façade en briques rouges était presque masquée par le lierre grimpant. Cray était à son bureau, les manches retroussées, les lunettes basses sur le nez, plissant les yeux sur une pile de déclarations. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, et même s'il lui offrit un sourire las, elle remarqua les légers plis, cette inquiétude autour de ses yeux. « Miss Marple », dit-il en désignant la chaise en bois d'en face, « je passais en revue le peu que nous avions rassemblé. Je pensais que le village pourrait se calmer après les funérailles, mais il semble que les rumeurs n'ont fait que s'intensifier. C'est souvent le cas, dit-elle d'un ton léger, lorsque les faits sont si peu nombreux et les spéculations si riches. Cray croisa les mains. Je suppose que vous n'êtes pas venu pour discuter de théories farfelues? Non.
Je suis venu te donner quelque chose que tu devrais voir. » Elle fouilla dans son réticule et en sortit la lettre pliée, la posant doucement sur le bureau. Cray le lut en silence, ses sourcils se fronçant alors qu'il atteignait la dernière ligne. « Anonyme, bien sûr, » dit-il en levant les yeux. « Où? As-tu trouvé ça? » « Il est arrivé par la poste d'hier, pas d'adresse de retour. » Cray se pencha en arrière. « Alors quelqu'un craint que le passé ne soit révélé au grand jour. »« Ou quelqu'un s'assure que ce n'est pas le cas, » répondit Miss Marple. « Vous voyez, inspecteur, je crois que ce médaillon, ce petit objet oublié, contient plus qu'un sentiment. Il peut contenir la clé de quelque chose de très ancien. Un secret qui était censé rester enterré. » Cray tapota son crayon sur le bureau pensif. « Vous avez déjà parlé du médaillon, mais nous n'en avons aucune trace. »« Non, » dit-elle doucement, « parce qu'on ne l'a pas retrouvé sur mademoiselle Pinkerton. Mais je soupçonne fortement qu'il est en possession de quelqu'un, même maintenant. Quelqu'un qui ne sait pas trop quoi. En faire. » Les yeux de Cray se sont aiguisés. « Êtes-vous en train de suggérer qu'Ivy Reston l'a? »« Je suggère qu'elle l'a peut-être trouvé. » répondit Miss Marple avec précision. Qu'elle en comprenne ou non le sens est une toute autre affaire. Cray poussa un long soupir. Je suppose qu'il est temps que je lui parle à nouveau, formellement. Je conseillerais une approche plus douce, me déclarait Miss Marple. Toutes les vérités ne sont pas révélées par l'interrogatoire. Parfois, il faut les convaincre, le padé. Même après-midi, Ivy Reston était assise dans le salon de Rosebank House, regardant les flammes dans l'âtre, même si le feu s'était depuis longtemps transformé en cendres. Elle avait l'air pâle, plus pâle encore que les jours qui ont suivi la mort de Lavinia, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle portait une tasse de thé à ses lèvres. Le coup à la porte la fit sursauter. Florence, qui aidait temporairement à la maison, apparut sur le seuil. « Il y a un monsieur ici pour vous voir, mademoiselle. Il a dit qu'il venait de Londres. Monsieur Edwin Merrick. » Ivy cligna des yeux. « Est-ce qu'il a dit de quoi il s'agissait? »« Non, mademoiselle. Mais il est très poli. » Ivy hésita puis acquiesça. « Montrez-le dans la salle du matin. » Merrick était déjà debout lorsqu'elle entra. Il était au début de la cinquantaine, avec une silhouette grande et anguleuse et une attitude prudente et délibérée. Son manteau était impeccablement coupé. Ses gants étaient en cuir souple, et lorsqu'il inclinait la tête, son attitude était courtoise mais distante. « Mademoiselle Reston, » dit-il. « Merci de m'avoir reçu. J'ai connu Miss Pinkerton il y a longtemps. » Ivy fronça légèrement les sourcils. « Je ne crois pas qu'elle ait jamais mentionné toi. »« Non, » dit-il, « elle ne l'aurait pas fait. » Il sortit une petite enveloppe de sa poche intérieure et la lui tendit. « Cela m'est arrivé hier. Je pense que vous comprenez peut-être sa pertinence. » Ivy ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie, une copie de celle qu'elle avait trouvée à l'intérieur du médaillon, le même enfant, la même infirmière. Elle leva brusquement les yeux. « Où as-tu eu ça ?» L'expression de Merrick était illisible. « J'ai déjà été fiancé au frère de Lavinia Hubert pour des questions de conseil juridique. Il y a eu une complication, une affaire familiale impliquant un enfant né dans des circonstances peu conventionnelles. Lavinia a pris des mesures pour retirer cet enfant de toute prétention à l'héritage. Elle considérait cela comme un acte de protection nécessaire pour la réputation de la famille. » Ivy le regarda. « Vous voulez dire que l'enfant était illégitime? » ?»« Oui. Et Lavinia, déterminée à préserver le nom de famille, a fait en sorte qu'elle soit adoptée discrètement. La mère, une jeune femme en service, n'avait pas son mot à dire en la matière. Mais Lavinia a gardé un gage, ce médaillon, en forme de pénitence peut-être. » La voix d'Ivy était calme. « Et l'enfant? Savez-vous qui elle est devenue ?» Merrick croisa son regard et dans le silence qui suivit, il était clair qu'ils connaissaient tous les deux déjà la réponse. « C'était toi, » dit-il. Ivy restait immobile. « J'ai trouvé le médaillon la nuit où Lavinia est morte. Je ne l'ai pas compris au début. Je pensais peut-être qu'elle l'avait gardé par culpabilité. Ou peut-être qu'elle avait l'intention de vous le dire, mais quelqu'un l'a arrêtée.
Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise à son bureau, rédigeant une note destinée à une certaine Madame Ethel Harper, aujourd'hui, selon l'annuaire, Madame Ethel Winslow, d'Eastbourne. Elle ne doutait pas que cette femme se souvienne. Du jour où elle avait été licenciée, Miss Marple avait le don de convaincre les gens de revisiter leurs souvenirs, surtout lorsque ces souvenirs croisèrent des vérités cachées. Alors qu'elle fermait l'enveloppe, le vent s'est levé dehors. Une soudaine rafale poussa les rideaux de dentelle, et de quelque part dans le jardin, l'odeur de glycine flotta une fois de plus par la fenêtre. Ce n'était plus le parfum du printemps maintenant, c'était le parfum du souvenir. Et le passé, Miss Marple le savait, n'avait pas encore fini de parler. Il était tard mercredi matin lorsqu'Ivy Reston sortit dans le jardin de Rosebank House pour la première fois depuis la mort de Miss Pinkerton. L'air était vif, touché par la clarté humide qui suit une nuit de pluie. Les pétales tremblaient sous les gouttelettes d'humidité. Les glycines, encore en fleurs, pendaient au-dessus du chemin comme de tristes banderoles. Ivy bougeait avec précaution, sa main gantée effleurant les branches basses comme si elle essayait d'évoquer un souvenir à partir de leur odeur. La conversation avec Edwin Merrick résonnait encore dans ses oreilles. Cela avait apporté de la clarté, et avec elle un malaise tenace. Elle avait soupçonné au plus profond de son esprit que sa position dans la maison de Miss Pinkerton était plus qu'une coïncidence. Mais se faire dire qu'elle était le secret de Lavinia à protéger ou à supprimer était tout autre chose. Elle atteignit le banc près du cadran solaire, l'endroit où Lavinia s'était si souvent assise, dictant des lettres ou émettant des opinions impérieuses autour du thé de l'après-midi. Pendant un instant, Ivy imagina la femme plus âgée assise à nouveau à côté d'elle, ses yeux perçants adoucis par quelque chose qui ressemblait à du remords. Ivy fouilla dans la poche de son manteau et en sortit le médaillon. Elle l'ouvrit lentement. Les visages à l'intérieur la regardaient. Ses doigts tremblaient. Et puis, derrière la haie, une voix interrompit le silence. « Tu l'as gardé tout ce temps. » Ivy se tourna, surprise. Giles Lorimer apparut, les mains derrière le dos. Son expression était illisible, mais il n'y avait aucun doute sur le ton de sa voix. « Je t'ai vu le trouver cette nuit-là, » dit-il. « Tu pensais que personne ne l'avait remarqué, mais moi si. » Ivy ferma le médaillon et se leva. « Alors pourquoi n'as-tu rien dit ?» Il haussa les épaules. « Parce que je ne savais pas ce que tu voulais en faire. Et maintenant je me demande, l'as-tu montré à quelqu'un ?» Je ne suis pas sûr de devoir répondre à cette question. Lorimer s'approcha. « Mademoiselle Reston, vous jouez à un jeu dangereux. Il y a des choses dans ce médaillon, des connexions, qui pourraient affecter plus que la simple mémoire de Lavinia. D'autres noms sont impliqués, d'autres intérêts. Me menacez-vous, monsieur Lorimer, je vous suggère, dit-il d'un ton neutre, que vous me le restituiez. Lavinia m'a confié sa succession, et cela inclut la sauvegarde de sa réputation. Mais elle n'a pas confié moi à toi, répondit Ivy. Elle m'a amené ici, elle m'a proposé un poste. Elle m'a dit que je lui rappelais quelqu'un. Maintenant, je sais pourquoi. Vous devriez laisser cela à ceux qui comprennent ce qui est en jeu. Je comprends assez bien, dit doucement Ivy, plus que vous ne le pensez. Lorimer l'étudia un instant, puis lui fit un léger sourire sardonique. Très bien, mais soyez prudente, Miss Reston. La vérité peut mettre un terme à la situation, ou elle peut apporter la honte. Certains fantômes n'aiment pas être exhumés. Il se retourna et quitta le jardin sans un mot de plus. Cet après-midi-là, Miss Marple reçut un télégramme d'Eastbourne. C'était court et méticuleusement formulé. « J'ai reçu votre demande avec intérêt. Je me souviens très bien de l'incident. Serai prêt à parler. Veuillez conseiller sur la visite. Madame Ethel Winslow. » Miss Marple plaça le télégramme à côté de sa soucoupe et prit une gorgée réfléchie de son thé. Florence s'affairait à épousseter, jetant parfois des regards vers son employeur, avec une curiosité qu'elle n'osait pas exprimer. « Florence, » dit doucement Miss Marple, « vous souvenez-vous du nom de l'homme qui a livré la couronne à Rosebank House ?» Florence fit une pause, un plumeau en l'air. « Oh oui, madame,
Je crois que c'était chez Eversley Florists, le magasin près de Paddington. Un monsieur a passé la commande par téléphone. Le chauffeur a dit qu'elle était prépayée et confidentielle. Comme c'est moderne, songea Miss Marple. Et est-ce que quelqu'un a vu l'homme lui-même? Pas à ma connaissance, madame. Mais je peux les appeler si vous voulez. Ce ne sera pas nécessaire, répondit-elle avec un sourire. Je soupçonne que M. Merrick a déjà fait connaître sa présence. Elle se leva et se dirigea vers le bureau, où son carnet d'adresses était ouvert. Avec un soin délicat, elle commença à rédiger une réponse à Madame Winslow, demandant un rendez-vous dès le lendemain. Il y avait des questions à poser. Sur un médaillon disparu, une fille perdue et un licenciement qui avait changé le cours de plusieurs vies. Le lendemain matin, Miss Marple était dans le train de 9h12 à destination d'Eastbourne, ses mains gantées soigneusement croisées sur ses genoux, son expression sereine mais intérieurement alerte. Le voyage s'est déroulé dans un flou de haies, de flèches de village et de champs. Et au milieu de la matinée, elle était assise dans un salon étroit avec une femme dont la mémoire était plus précise que jamais. Ethel Winslow avait vieilli, comme tout le monde, mais elle conservait la dignité de quelqu'un qui avait survécu à un traitement injuste et avait appris à vivre avec. « Je me souviens encore du jour où elle m'a accusé », dit Ethel d'une voix calme mais tendue. « Lavinia, je veux dire. Elle a dit que j'avais pris le médaillon dans le tiroir de sa commode, mais je ne l'avais même pas vu. Elle m'a viré sans même avoir eu le temps de m'expliquer. Y avait-il quelque chose d'inhabituel dans ce médaillon? A demandé Miss Marple. Elle ne laissait personne le toucher. Elle le gardait toujours, caché dans une boîte à bijoux en forme de petite chapelle. Je l'ai épousseté, je n'ai jamais osé l'ouvrir, mais je l'ai vu un jour le sortir et le regarder. Elle pleurait. Tu te souviens quand c'était? Juste après la mort de son frère, a expliqué Ethel. Il y a eu des bouleversements à propos de sa succession. Une lettre est arrivée. Elle l'a brûlée dans la cheminée avant que je puisse finir de vider le plateau à thé. J'ai toujours pensé que ce médaillon lui rappelait quelque chose qu'elle regrettait. Miss Marple hocha la tête. Vous souvenez-vous de quelque chose à propos du frère, Monsieur Hubert Pinkerton? Un homme calme, gentil avec les domestiques. Mais Lavinia le méprisait toujours. Il pensait qu'il était faible. Il est tombé amoureux d'une jeune servante une fois, je pense. Lavinia était furieuse. Vous vous souvenez du nom de la femme de chambre? Ethel hésita puis acquiesça lentement. Oui, Nora. Nora Fielding. Elle est partie peu de temps après. Le regard de Miss Marple s'éclaira. Et savez-vous ce qu'elle est devenue? Elle a été renvoyée. Je pense qu'elle a eu un bébé. Le moment est venu. Les gens ne parlaient pas de ces choses en détail à l'époque. Miss Marple se rassit sur sa chaise, les pièces dans son esprit commençant à s'aligner. Ivy Reston, Nora Fielding, un enfant retiré du récit et un médaillon caché comme une confession secrète. Elle s'est levée. Vous avez été très utile, Madame Winslow. Ethel sourit faiblement. C'est étrange. J'ai été tellement en colère pendant tant d'années. Mais si ce médaillon revient au grand jour, il est peut-être temps que la vérité le fasse aussi. Lorsque Miss Marple revint à St. Mary Mead, les ombres s'étendaient sur la place du village. À Rosebank House, les lampes du salon étaient allumées. À l'intérieur, Ivy était assise, le médaillon posé sur la table devant elle, le regard fixé sur la décision. On frappa à la porte. Elle l'ouvrit et trouva Miss Marple debout avec un sourire doux et illisible. « Puis-je entrer, Miss Reston ?» Ivy s'écarta, la voix douce. « Oui, je crois que tu as toujours été censé le faire. » La porte se referma derrière eux avec un léger clic, et dans l'air, l'odeur de la glycine persistait, non plus douce, maintenant mais lourde, comme si lui aussi attendait. Le salon de Rosebank House avait changé de manière subtile depuis le décès de Miss Pinkerton. Une légère couche de poussière reposait désormais sur le dessus des cadres, et le buffet en noyer, autrefois méticuleusement poli, portait un petit anneau à l'endroit où une tasse de thé était restée trop longtemps.
La pièce conservait son air d'ordre distingué, mais la discipline s'était légèrement estompée, comme si la maison elle-même pleurait la femme qui la dirigeait autrefois. Miss Marple se tenait juste à l'intérieur de l'embrasure de la porte, notant ces changements, discret sans commentaire. Ivy Reston, assise près du feu, lui fit signe de s'asseoir. « Je suppose, » commença Ivy d'une voix basse mais ferme, « tu connais déjà la vérité, ou la majeure partie. » Miss Marple s'installa gracieusement dans un fauteuil voisin. « Je crois en savoir assez pour en comprendre la forme, mais en ce qui concerne les bords les plus fins, ceux-là, je préférerais avoir de vos nouvelles. » Ivy hésita, puis fouilla dans le tiroir de la table d'appoint et récupéra le médaillon. Palbon le plaça doucement entre eux sur la table, le métal attirant la lumière avec un miroitement sourd. « Elle me l'a donné une fois, vous savez, il y a des années, quand j'étais enfant, seulement brièvement. Elle ne m'a pas dit ce que c'était, seulement que c'était spécial, puis elle l'a récupéré avant que je puisse poser des questions. » Le regard d'Ivy baissa. « Je ne l'ai revu que le jour de sa mort. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Et quand vous l'avez retrouvé, l'avez-vous ouvert ? » »« Je l'ai fait, et j'ai vu le visage de ma mère. Il y eut un silence entre eux, profond et sans hâte. Je ne me souviens pas d'elle, » a poursuivi Ivy. « Pas vraiment. J'ai été élevé par un couple de personnes âgées dans le Devon. Ils étaient gentils, mais distants. Tout ce que je savais de mon histoire venait d'omissions polies et de demi-vérités ambiguës. » « Et Lavinia Pinkerton a-t-elle déjà parlé de Nora Fielding ?» demanda gentiment Miss Marple. Ivy secoua la tête. « Pas directement. Mais je pense qu'elle a toujours su qui j'étais. Ou peut-être deviné. Elle m'a invité ici sous prétexte d'un emploi, mais elle ne m'a jamais traité comme une servante. Depuis, je me demande si elle avait l'intention de me dire la vérité, et si quelqu'un s'est assuré qu'elle ne le faisait pas. » Miss Marple se pencha en avant et toucha brièvement le médaillon, ses doigts légers, comme si elle sentait un écho à travers l'argent. « Le moment de sa mort, » a-t-elle dit, « et le fait qu'elle n'ait plus le médaillon sur elle, tout cela suggère une ingérence délibérée. Et il y a ceux, » a-t-elle ajouté d'un ton doux mais ferme, « qui auraient de bonnes raisons de veiller à ce que certaines vérités restent cachées. » Le front d'Ivy se plissa. « Vous voulez dire, Monsieur Lorimer ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Il était certainement au courant du médaillon et de son contenu, mais je ne présumerai pas sa culpabilité uniquement sur la base d'une opportunité. Il y a plusieurs couches dans de telles choses, des émotions enfouies sous la légalité et un devoir utilisé pour masquer le ressentiment. Ivy regarda la cheminée, ses yeux captant le scintillement des flammes. J'ai pensé à tout abandonner, à quitter St. Mary Mead, le médaillon, l'héritage, tout. Et pourtant ce n'est pas le cas, dit doucement Miss Marple. Ce qui me dit que vous voulez toujours la vérité. Et peut-être une mesure de justice. Ivy ne répondit pas immédiatement. Puis elle a dit, « Si elle voulait tout me dire, alors je veux terminer cette conversation. Pour elle, pour ma mère. » Miss Marple hocha la tête avec approbation. Ensuite, nous devons veiller à ce que l'histoire soit racontée dans son intégralité. Dehors, le crépuscule commençait à tomber, projetant de longues ombres sur le jardin. Les glycines pendaient comme des voiles fantomatiques aux treillis, remuant légèrement sous la brise. Giles Lorimer se tenait juste derrière le portail, observant la lumière dans le salon. Il tenait une cigarette entre ses doigts, mais ne l'avait pas allumée. Son expression était tendue, contemplative. Derrière lui, une voix parlait. « Elle le sait maintenant. » Il se tourna brusquement. L'inspecteur Cray s'était approché sans bruit depuis l'allée, le col de son manteau relevé contre le vent. Lorimer jeta la cigarette sur le gravier et la fit s'écraser sous ses pieds. « Et que croyez-vous qu'elle sache, inspecteur ?»« Assez, » répondit Cray uniformément. « Assez pour comprendre qui elle est et ce qui lui a été enlevé. » Lorimer eut un rire sec. « Vous parlez comme si j'étais le méchant d'un mélodrame. Mais je n'ai fait que ce qu'on m'a demandé de faire. Lavinia était obsédée par les convenances. Elle croyait qu'il était de son devoir de protéger le nom de famille.
Je lui ai conseillé, rien de plus. Et quand la vérité a menacé de faire surface, je lui ai suggéré de retarder, considérer les conséquences. Elle a aimé la fille, oui, mais l'affection et l'héritage ne vont pas toujours de pair. Cray s'approcha. « L'avez-vous retardé définitivement, monsieur Lorimer ?» Il y eut un bref silence. Puis, froidement, « Non, je ne l'ai pas fait. » Les yeux de Cray se plissèrent. « Alors cela ne vous dérangera pas si je vous demande où vous étiez lorsque Miss Pinkerton s'est effondrée. » Lorimer hésita, puis le regarda dans les yeux. « Je me suis éloigné pour répondre à un appel téléphonique. La ligne était mauvaise. J'ai traversé la haie en direction du mur est. J'étais hors de vue, oui, mais pas à cause de la culpabilité. Ivy dit qu'elle t'a vu partir avant même que le corps ne soit touché. Ivy est une fille effrayée qui s'accroche à son héritage comme à un radeau. » La voix de Cray se durcit. « Elle aussi est victime d'une dissimulation. Et si je découvre que quelqu'un a trafiqué la boisson de mademoiselle Pinkerton ou l'a manipulée pour lui infliger un choc électrique fatal, Lorimer leva la main. « Ça suffit, inspecteur. Si vous avez l'intention de m'attaquer, faites-le, sinon cessez de tourner en rond comme un vautour. » Il se tourna et s'éloigna dans l'obscurité. Cray resta immobile, le regardant partir. Puis, il sortit son cahier et écrivit quelque chose. Le même soir, Miss Marple rentra chez elle et trouva Florence en train de poser une lettre sur la table du couloir. « Cela est arrivé pendant que vous étiez absente, madame. De Londres, à ce qu'il semble. » Miss Marple le prit, examina le sceau inconnu et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule phrase tapée sur du papier crème. « Celui qui en profite le plus jette toujours l'ombre la plus longue. » Il n'y avait pas de signature. Miss Marple resta longtemps immobile, puis elle regarda vers la fenêtre de son salon, où le clair de lune filtrait à travers les rideaux de dentelle et se répandait en argent sur le tapis. Le médaillon, la fille, le scandale caché, et maintenant un autre avertissement. Ce n'était plus seulement une question d'identité ou d'héritage. Quelqu'un avait tué pour garder le passé dans le passé, et cela signifiait que Miss Marple se rapprochait, très près. Le lendemain matin, les choses étaient nettes et claires, comme si le village avait inspiré pendant la nuit et l'avait laissé échapper de soulagement. Pourtant, la tension qui pesait sur St. Mary Mead ne s'était pas dissipée. Elle avait simplement pris des formes plus subtiles. Dans les salons et les magasins, dans la file d'attente des boulangeries et de la poste, le nom Pinkerton flottait comme une incantation à moitié prononcée. Certains murmuraient une mort subite, d'autres de scandale, d'héritage et de mystérieux visiteurs londoniens. Miss Marple, comme toujours, était loin d'être inactive. Vers 10h30, elle avait composé 2 lettres, une à sa nièce et une autre, plus subtilement formulée, à un ancien ami avocat qui avait jadis aidé discrètement à démêler la succession d'une femme impliquée dans une malheureuse affaire d'empoisonnement près de Bexhill. Elle a posté elle-même les 2 lettres, malgré les protestations de Florence concernant l'humidité, puis a continué vers le Green. Là, elle a rencontré le révérend Clément, alors qu'il revenait d'une visite à domicile. Il avait l'air inquiet. « Je venais justement d'appeler Madame Edgecombe, dit-il. Elle est plutôt perturbée depuis cette conversation avec l'inspecteur Cray. Il lui a demandé très directement si Lavinia Pinkerton avait des ennemis. » Miss Marple hocha la tête. Et a-t-elle répondu? Seulement pour dire que quiconque se croyait immunisé contre la langue acérée de Miss Pinkerton pourrait être en minorité. Miss Marple sourit faiblement. Madame Edgecombe a toujours possédé un certain sens de la sous-estimation. Le vicaire baissa la voix. Jane, sommes-nous sûrs que ce n'était pas juste une malheureuse coïncidence, un cœur affaibli par le temps et le stress? Le regard de Miss Marple se tourna vers Rosebank House au loin. Peut-être. Mais si c'était simplement un cœur, Léonard, pourquoi retirer le médaillon? Il n'a pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. À Rosebank House, Ivy Reston était de nouveau assise dans le jardin, le médaillon n'étant plus dans sa poche, mais posé bien en vue sur la table en fer forgé à côté de sa tasse de thé. Elle n'avait pas bien dormi.
Son esprit refusait le repos, revivant des souvenirs qu'elle avait enfouis depuis longtemps, des souvenirs à moitié aperçus d'une silhouette sévère qu'il observait depuis le seuil d'une crèche, une berceuse, qui se terminait trop brusquement, une main tendue vers la sienne dans le noir. Étaient-ce des souvenirs de Lavinia, ou quelqu'un d'autre? Elle ne resta pas seule longtemps. Une ombre tomba sur la table. « Je vois que vous avez décidé de le garder visible maintenant », a déclaré Edwin Merrick en retirant son chapeau à Ivy. Ne leva pas les yeux. « Je pensais que si quelqu'un voulait le voler à nouveau, il pourrait essayer en plein jour. Je préférerais le voir venir. » Merrick eut un sourire sans humour. « Mademoiselle Reston, vous êtes peut-être plus courageuse que vous ne le pensez. Ou plus fatiguée. » Il s'assit en face d'elle et croisa les doigts. « Je crois que tu sais ce que Lavinia voulait faire, et que la personne qui l'en a empêché le savait aussi. » Elle leva les yeux, son expression méfiante. « Pourquoi ai-je l'impression que vous n'êtes pas là juste pour vous remémorer l'histoire du droit? J'ai été autrefois la confidente de Lavinia, avant Lorimer. Elle m'a consulté à la naissance de l'enfant d'Hubert, votre mère. Nora, j'ai conseillé la discrétion, mais je n'ai jamais été d'accord avec la suite. Elle nous a effacés, dit Ivy avec amertume, ma mère et moi. Elle a enterré le scandale, oui, mais elle a gardé le médaillon. Je pense qu'à sa manière, elle n'a jamais été en paix avec cela. La culpabilité la hantait. Je ne veux pas de culpabilité, dit Ivy. Je veux la vérité, toute la vérité. Alors parlons franchement, dit Merrick. Mademoiselle Pinkerton a modifié son testament. Elle avait prévu de vous nommer son héritier. Giles Lorimer le savait, ou du moins le soupçonnait, mais elle n'avait pas finalisé le document. Cette réunion était prévue pour le lundi après la garden party. Et puis elle est morte samedi, murmura Ivy. Pratique, n'est-ce pas? Pendant ce temps, au commissariat de police, l'inspecteur Cray se tenait devant un tableau en liège, jonché de notes et de photographies. L'heure de la mort de Lavinia. Des invités connus, des déclarations recueillies, une note entourée en rouge, médaillon introuvable sur le corps. Le sergent Hale entra avec un rapport en main. Je reviens tout juste de chez le pathologiste. Monsieur, l'autopsie n'a rien de concluant, mais il y avait des résidus dans la tasse de thé, quelque chose d'amer, peut-être de la digitaline, même si ce n'est pas concluant en si petite quantité. Cray fronça les sourcils. Et la tasse a été nettoyée. Oui, monsieur. La gouvernante a affirmé qu'elle l'avait rincée avant de se rendre compte de l'urgence. Cray se frotta l'arête du nez. S'il s'agissait de digitaline, cela aurait pu passer inaperçu. Elle souffrait déjà d'un problème cardiaque. La dose a peut-être accéléré ce qui était inévitable. Mais le mobile Hale, c'est de cela qu'il s'agit. Qui en a profité? Il fixa le tableau. Lorimer, Merrick, Ivy Reston, peut-être même quelqu'un qu'il n'avait pas envisagé. Puis il se tourna vers Hale. Faisons quelque chose de différent. Nous ne suivons pas le poison. Nous suivons le médaillon. Ce soir-là, Miss Marple a invité Ivy à prendre le thé. Le salon était chaud. La lampe brillait doucement et le thé était fort avec une touche de citron. Je me suis dit Miss Marple au bout d'un moment, qu'il était peut-être temps d'arrêter d'attendre que la vérité frappe poliment. Ivy leva les yeux. Que veux-tu dire? Nous avons tous vécu la même histoire. Enfant caché, volonté altérée, mort subite, et tout le monde attend. Certains la justice, d'autres le silence. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'une réaction. Quelque chose de spontané, quelque chose de révélateur. Tu veux dire un piège? Je veux dire, dit Miss Marple, les yeux pétillants, une opportunité. 2 jours plus tard, un avis public a été discrètement glissé dans le bulletin d'information du village à la demande du représentant légal du domaine Pinkerton. On y lisait « Une lecture du testament révisé de Miss Lavinia Pinkerton est prévue mardi à Rosebank House à 16h. Toutes les parties concernées et le personnel sont invités à y assister. » C'était bien sûr une fabrication. Le véritable testament n'avait pas encore été déposé. Mais Miss Marple soupçonnait que quelqu'un
quelqu'un de très précis, ne voudrait pas que cette réunion ait lieu. Ainsi, mardi après-midi, le salon de Rosebank House fut aménagé, exactement comme il l'avait été du vivant de Lavinia. Ivy se tenait près du foyer. Monsieur Merrick était assis près de la fenêtre. Miss Marple, comme toujours, occupait le coin tranquille, observant tout. La porte s'ouvrit à 4 heures précises, et Giles Lorimer entra. Il s'arrêta net. « Vous êtes tout là, dit-il. Mais qu'est-ce que c'est? Le testament n'a pas été finalisé. Non, dit Ivy. Mais nous pensions que vous pourriez y assister quand même. Les yeux de Lorimer se tournèrent vers la table. Et là, bien en vue, se trouvait le médaillon. Il s'est figé. Vous devriez être prudent, monsieur Lorimer, dit doucement Miss Marple. Ce n'est que de l'argent, mais cela projette une ombre considérable. Il n'a rien dit. Je viens de regarder. Son visage est un masque. Puis, après un long moment, il s'avança et tendit la main vers lui. Mais la main d'Ivy bougea plus vite. Et de derrière le rideau, l'inspecteur Cray est sorti. « Je pense que c'est largement suffisant, » dit-il calmement. « Nous avons la tasse de thé et un motif, mais surtout, nous avons votre réaction. » Lorimer ne dit rien, mais l'expression de son visage n'était plus composée. Il était acculé, et le médaillon enfin avait raconté son histoire. Le salon est resté figé pendant plusieurs battements de cœur après la déclaration discrète de l'inspecteur Cray. L'odeur du cirage lavande et du vieux damas se mêlait à la tension de la pièce, tandis qu'à l'extérieur, le vent faisait bruisser le lierre accroché au mur de briques rouges de Rosebank House. Aux 4 coins du salon, le temps semblait suspendu, jusqu'à ce que Giles Lorimer, dont la main flottait toujours à quelques centimètres au-dessus du médaillon gravé de glycine, le retire lentement. Son visage, habituellement un masque de détachement distingué, était maintenant pâle et luisant, avec un éclat de transpiration. Il jeta un coup d'œil à Ivy Reston, dont la main protectrice reposait sur le médaillon. Puis ses yeux se tournèrent vers Miss Marple, calme, posée, ses mains gantées soigneusement croisées sur ses genoux, et enfin vers l'inspecteur Cray, qui se tenait avec l'autorité calme d'un homme qui ne devine plus. « Je crois, dit prudemment Lorimer, que je suis devenu le bouc émissaire d'une tragédie qu'aucun de nous ne comprend vraiment. » Miss Marple pencha légèrement la tête. « Oh, je ne dirais pas ça, monsieur Lorimer. Je pense que nous comprenons plus que vous ne le pensez. Il s'agit d'assembler les pièces dans le bon ordre. » Cray s'avança et prit le médaillon des mains tendues d'Ivy. « Vos empreintes digitales sont dessus, monsieur. Le métal a été essuyé, mais pas complètement. Vous l'avez manipulé récemment après la mort de Miss Pinkerton. J'agissais dans mon rôle d'avocat, dit Lorimer avec raideur. Le médaillon faisait partie du domaine. J'avais simplement l'intention de protéger son contenu. Vous aviez l'intention, dit doucement Miss Marple, de vous assurer que son contenu ne verra jamais le jour. Tout comme vous avez conseillé à Miss Pinkerton pendant des années d'éviter de dire à Ivy qui elle était vraiment. Les lèvres de Lorimer s'entr'ouvrirent, comme pour protester. Mais Miss Marple continua avec la précision sans hâte de quelqu'un qui avait longtemps étudié le cœur humain et ses nombreuses trahisons. Vous avez été l'avocat de Lavinia pendant plus d'une décennie. Vous contrôliez les registres de sa succession, de son testament et de ses affaires privées. Mais vous étiez aussi quelque chose de plus subtil. Son confesseur en quelque sorte, elle en est venue à compter sur vous, et vous vous êtes rendu indispensable, n'est-ce pas? Les mains de Lorimer se serrèrent en poings à ses côtés. J'ai agi dans son meilleur intérêt. Dans son intérêt, répéta Cray. Ou dans le vôtre? Une pause. Le feu crépitait. Ivy s'assit lentement, son regard ne quittant jamais le visage de Lorimer. Vous saviez qu'elle modifiait le testament, a poursuivi Miss Marple. Vous l'avez dit à Ivy le matin de la mort de Lavinia. Vous l'avez prévenue avec des menaces voilées déguisées en problèmes juridiques. Mais la vérité est que Miss Pinkerton avait l'intention de faire d'Ivy son unique héritière, et une fois que cela se serait produit, votre emprise sur la succession aurait disparu.
Ce ne sont que des conjectures, dit sèchement Lorimer. Le testament n'a pas été signé, mais elle l'avait voulu, dit l'inspecteur Cray. Et vous, aussi malin que vous soyez, avez compris que sa garden party, sous le regard de tout le village, pourrait être l'occasion pour elle de faire une déclaration publique. Une déclaration difficile à effacer. La voix de Miss Marple était maintenant douce, presque triste, mais elle n'en a pas eu l'occasion, n'est-ce pas? Le silence retomba. Puis Lorimer expira lentement et s'assit en face d'Ivy. Il fouilla dans sa poche et en sortit un mouchoir monogrammé qu'il se tamponna le front avec des doigts tremblants. « Je ne l'ai pas empoisonné, dit-il finalement. Si c'est ce que tu penses. » Cray hocha légèrement la tête. « Parlons de ça. » Plus tard dans la soirée, de retour au poste, Cray se tenait à côté du tableau de bord pendant que Hale apportait le rapport toxicologique mis à jour. « D'infimes traces de digital, » dit le jeune sergent. « Mortel chez quelqu'un au cœur déjà faible, surtout lorsqu'il est combiné au stress. La quantité aurait pu être administrée dans une seule tasse de thé. Elle n'aurait pas remarqué l'amertume si elle avait été masquée. Et l'opportunité ? » Hale se gratta la tête. La gouvernante a dit que Lavinia avait servi le thé elle-même cet après-midi-là, mais les tasses ont été laissées sans surveillance un moment lorsque la femme du pasteur est arrivée à l'improviste. N'importe qui aurait pu y glisser. Quelque chose. Cray fronça les sourcils. Mais qui était au courant de son intention d'annoncer le changement de son testament lors de la garden party? Seulement quelques-uns, répondit Hale. Ivy peut-être. Lorimer. Peut-être Merrick, bien qu'il prétende l'ignorer. Mais ce genre de décision, très probablement partagée avec son avocat, n'est-ce pas? Cray ne répondit pas. Il se tourna de nouveau vers le tableau, où la photographie de Lavinia Pinkerton le regardait avec une austérité définitive. Le motif, les moyens, le moment. Il en avait la forme maintenant, mais il manquait encore quelque chose. À la même heure, Ivy était assise en face de Miss Marple dans le salon de cette dernière, le médaillon reposant à nouveau entre ses mains. La pluie frappait doucement les vitres et le feu projetait une lueur chaleureuse dans la pièce familière. Je crois qu'il disait la vérité, au moins sur le fait de ne pas l'empoisonner, a déclaré Ivy. Il est manipulateur, oui, mais je ne pense pas que ce soit lui le tueur. Non, dit doucement Miss Marple, je ne le pense pas non plus. Il avait beaucoup à perdre, mais il a eu aussi le temps de la persuader, de retarder. Un notaire préfère l'encre au poison. Alors qui? Miss Marple se pencha en avant. Parlez-moi encore de la garden party. Qui a servi le thé? Lavinia l'a fait. Elle a toujours insisté, mais elle s'est éloignée pendant quelques minutes pour aller chercher les sablés dans la cuisine. J'étais à l'intérieur en train de ranger les serviettes. Monsieur Merrick était près de la haie, discutant avec le colonel Weatherby. Madame Edgecombe bavardait sur la pelouse de croquet. Gilles, il parlait au téléphone. Qui était seul près de la table? Ivy fronça les sourcils. Seule Florence est arrivée brièvement avec le pot à crème. Les yeux de Miss Marple se sont aiguisés. Florence? Elle travaille ici à temps partiel. Elle est serviable, mais nerveuse. Pourquoi? Miss Marple se leva lentement et se dirigea vers le buffet, où se trouvait la photo d'une jeune femme dans un cadre argenté. Parce que Florence, dit-elle doucement, est la nièce de Nora Fielding. Sa mère était la sœur cadette de Nora. Ivy retint son souffle. « Je ne le savais pas. »« Peu de gens le font, » a déclaré Miss Marple. « Elle garde le silence sur les affaires familiales. Mais je le sais depuis un certain temps. Florence a grandi en entendant parler de l'humiliation de sa tante, du bébé qui lui a été enlevé, du licenciement, de la disgrâce. Elle a toujours été fidèle à sa famille. » La voix d'Ivy était douce. « Tu crois qu'elle a tué Lavinia, par vengeance ?»« Je pense, » répondit Miss Marple, « qu'elle a appris qui vous étiez et ce que Lavinia prévoyait de faire. Elle a peut-être même cru que Lavinia changerait d'avis à nouveau. Vous volerez votre héritage et enterrez la vérité pour de bon. Florence a pris sur elle de s'assurer que cela n'arrive pas. » Ivy se rassit sur sa chaise, stupéfaite.
Mais je ne lui en ai même jamais parlé. Elle n'avait pas besoin de vous, a déclaré Miss Marple. Elle a vu le médaillon. Elle a entendu le plan de Lavinia. Et elle a agi. Florence a été arrêtée discrètement cette nuit-là. Elle n'a pas résisté. Dans la salle d'entretien, sa voix était calme, presque douce, lorsqu'elle a admis avoir glissé la teinture dans le thé. Elle allait le dire à Ivy, dit Florence en regardant ses mains. Je ne pouvais pas la laisser sortir à nouveau. Elle en avait déjà pris tellement. Je voulais seulement que Ivy ait ce qui lui appartenait. Cray ne dit rien pendant un long moment. Puis, doucement, la justice n'est pas toujours à nous. De retour à St. Mary Mead, Miss Marple était assise seule ce soir-là, observant la glycine se balancer doucement au clair de lune. Sur ses genoux, le médaillon reposait, son fermoir légèrement terni, son mystère révélé. La nature humaine, pensait-elle, était un modèle qui lui était aussi familier que n'importe quel point de crochet, superposé, emmêlé et parfois tragiquement suffisant. Mais à la fin, tous les fils ont révélé leurs nœuds. C'est une semaine après la tranquille confession de Florence que le village de St. Mary Mead semblait expirer, comme si un poids invisible avait enfin été soulevé de ses toits à flèches et de ses fenêtres de cottage. La vie, ce grand caméléon, reprit son cours au rythme bien pratiqué de l'habitude. Mais quelque chose d'ineffable, de non-dit, avait changé. Le nom de Pinkerton, autrefois prononcé avec un mélange de respect et d'admiration prudente, portait désormais en lui la moindre trace de malaise. Madame Edgecombe, toujours désireuse de rendre compte des drames du village, a informé les dames de la paroisse que le service à thé de Lavinia Pinkerton avait été discrètement offert au Women's Institute, en guise de clôture. Et pourtant, remarqua-t-elle à voix basse, personne n'a eu le courage d'en boire. À Rosebank House, les volets avaient été tirés et la lumière du soleil pénétrait à nouveau à travers les hautes fenêtres. Ivy Reston est restée en résidence, même si elle ne le fait désormais plus en tant que compagne ou employée, mais en tant qu'héritière et propriétaire. Elle se déplaçait avec un étrange mélange de confiance tranquille et de chagrin discret, comme si elle était consciente que son héritage s'accompagnait du poids d'une tragédie qu'elle porterait pendant des années. Le matin de la dernière visite de l'avocat, Miss Marple retourna une fois de plus à Rosebank House, cette fois à la demande d'Ivy. Le salon était chaud et aéré, son silence glacial brisé par des fleurs fraîches dans les vases et une brise apportant le parfum du lilas et de la terre humide. Une seule enveloppe reposait sur la table à thé. Il était sans prétention, de couleur crème pâle, et scellé de l'écusson de la famille Pinkerton en cire bleue délavée. Ivy se tenait à côté, les mains jointes devant elle. « Je l'ai trouvé dans le livre de prière de Lavinia, » dit-elle, doucement. « C'était destiné à moi, non ouvert, tacite. » Miss Marple s'approcha à pas doux. « Puis-je » Ivy hocha la tête. Miss Marple ouvrit l'enveloppe du bout de son gant et déplia la lettre. L'écriture de Lavinia, nette et anguleuse, remplissait la page. « Ma très chère Ivy, si vous lisez ceci, c'est que je n'ai pas trouvé le courage de dire la vérité à haute voix. Pardonne-moi. J'étais un lâche à bien des égards, surtout lorsqu'il s'agissait de honte, pas le vôtre, mais le mien. Votre mère était Nora Fielding. Elle était à mon service et mon frère Hubert était faible ou peut-être seulement seul. Je les ai séparés, convaincu de préserver quelque chose de noble. Je l'ai forcé à quitter cette maison et j'ai veillé à ce que l'enfant soit placé loin du scandale. Je pensais que le temps m'absoudrait. Mais les années n'ont pas atténué le fardeau. Je vois son visage quand je regarde le tien, et je m'aperçois trop tard que j'ai volé quelque chose qui ne m'appartenait pas. Cette maison, ce nom t'appartiennent de droit, non par faveur. J'ai modifié mon testament, mais j'ignore si je vivrai assez longtemps pour le voir honoré. Le médaillon renferme ta vérité. Je l'ai gardé en guise de punition, même si j'ai prétendu que c'était un sentiment. Rends-le à la mémoire de ta mère, si tu le souhaites. Ou détruis-le. Je te fais confiance pour en décider,
Pardonne-moi. Lavinia, après la lecture de Miss Marple, le silence fut profond. Ivy se tourna vers la fenêtre, le dos droit. « Je ne sais pas si je me sens soulagée ou creuse, » murmura-t-elle. « Peut-être. »« Les deux, » dit doucement Miss Marple. « Vous possédez désormais la vérité, qui est parfois bien plus lourde que l'héritage. » Ivy se dirigea vers le manteau, où le médaillon se trouvait désormais dans un petit plat en verre. Elle le ramassa, avec précaution l'ouvrit et regarda de nouveau les photographies. « Je pense que je vais le garder, » a-t-elle déclaré. « Pas à cause de Lavinia, mais à cause de Nora. Elle a été effacée de cette maison. Je veux l'y remettre. » Miss Marple offrit un petit sourire approbateur. « Ce serait, ma chère, un geste très approprié. » Le dimanche suivant, le révérend Clément prononça un sermon sur le pouvoir de la miséricorde. Il y avait beaucoup de monde, même si le banc de Florence était vide, et son absence n'a pas échappé à la congrégation. Cray avait été discret, bien sûr. Florence avait été placée en garde à vue sans aucune déclaration publique autre qu'une vague référence à un congé médical. Miss Marple, assise comme d'habitude à côté de la femme du vicaire, réfléchissait silencieusement aux motivations de Florence. Ils ne sont pas nés de l'avidité ou de l'envie, mais d'une loyauté blessée, d'un dévouement farouche à une histoire inachevée et à une justice jamais rendue. Et pourtant, comme Miss Marple le savait bien, même de nobles intentions pouvaient conduire à des fins tragiques. Lorsque la congrégation se leva pour chanter l'hymne final, le regard de Miss Marple s'attarda sur le vitrail, au-dessus d'eux. À l'autel, une représentation du fils prodigue rentrant chez lui les bras tendus. Les couleurs étaient vibrantes, saphir, émeraude, or, et en dessous une petite gerbe de glycine avait été placée dans un vase étroit. C'était Ivy qui les avait laissés là, soupçonnait Miss Marple. Glycine, la fleur du souvenir. Et de la réconciliation. 2 jours plus tard, l'inspecteur Cray s'est arrêté au cottage de Miss Marple avec son habituel coup poli. Elle l'accueillit avec une tasse de Darjeeling et une assiette de biscuits au gingembre. « Que l'affaire est officiellement close, » dit-il au bout d'un moment. « Florence sera probablement placée en institution. Elle montre des signes de traumatisme psychologique, une fixation sur les injustices passées. Il y a de la sympathie, mais pas d'absolution. » Miss Marple hocha la tête. C'était une femme bâtie sur le silence. Et le silence, inspecteur, a le pouvoir de déformer l'âme lorsqu'il est porté trop longtemps. Cray jeta un coup d'œil au napperon crocheté sous sa tasse de thé. C'est le cas le plus étrange que j'ai traité. Pas de grand projet. Pas de... sa méchant faisant tournoyer sa moustache. Juste des gens, essayant de protéger, de contrôler, d'expier. La plupart des crimes, dit doucement Miss Marple, ne sont pas commis par des monstres, mais par des cœurs ordinaires trompés par la douleur ou l'orgueil. Cray la regarda pensivement. « Avez-vous déjà souhaité ne pas remarquer les choses que vous faites ?» Miss Marple sourit faiblement. « Oh, souvent. Mais quand on vit aussi longtemps que moi dans un village comme celui-ci, on apprend à voir ce que les autres négligent. » Il se leva, finit son thé et prit congé avec un bout de chapeau. Miss Marple retourna s'asseoir près de la fenêtre et reprit son tricot. Dehors, le vent agitait le jardin, emportant avec lui le léger parfum mélancolique des fleurs de glycine qui commençaient à tomber. Leur saison touchait à sa fin. Elle s'arrêta et leva les yeux vers le ciel, bleu ouvert, déchargé. La vérité, pensait-elle, avait fait son œuvre, et pour une fois, la paix semblait possible. Bien que les nuages se soient à nouveau épaissis, au-dessus de St. Mary Mead, aucune pluie n'est tombée. Le village avançait à son rythme lent et délibéré sous le doux silence d'un printemps couvert. C'était le genre de journée grise qui invitait à la réflexion, où les souvenirs et les émotions semblaient planer dans l'air comme la fumée d'un feu oublié. À Rosebank House, une modeste réunion eut lieu dans le salon. Ivy Reston avait invité quelques villageois triés sur le volet pour un petit thé. Non pas une cérémonie officielle, mais un geste de bonne volonté, et peut-être une discrète réintroduction.
Bien qu'elle détienne désormais le domaine de Pinkerton à son nom, Ivy resta discrète et prudente, consciente que titre et acte ne se traduisaient pas toujours par une confiance ou une affection dans un lieu aussi uni que St. Mary Mead, Miss. Marple fut la première à arriver, comme elle l'était souvent. Elle portait une violette en pot dans un pot en céramique émaillé, ses pétales d'une teinte indigo saisissante, et l'offrit avec un sourire. « Pour le rebord de la fenêtre, » dit-elle. Quelque chose de calme, mais persistant. Un peu comme « Ta mère, j'imagine ». Ivy accepta le cadeau avec chaleur. « Merci, Miss Marple. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais je ne pense pas que j'aurais découvert la vérité sans vous. »« La vérité, » répondit Miss Marple en retirant ses gants, a l'habitude de refaire surface un jour, comme une boîte à biscuits que vous pensiez avoir cachée au fond du garde-manger. C'est juste une question de quand, et si l'on est préparé. À ce qu'elle contient, Ivy offrit un léger sourire triste. Je suis encore en préparation. Bientôt les autres arrivèrent, le révérend Clément et son épouse Griselda, qui apportèrent un pot de sa confiture de coin, Madame Edgecombe, qui s'est déclarée curieusement fatiguée, et est quand même arrivée avec un panier, de scones, et même le jeune Benedict Hayter, l'artiste louant le cottage près de Chalk Lane, qui apportait un étrange bouquet de jonquilles et se tenait toujours inconfortablement près de la porte du jardin. Les conversations étaient timides. Au début, l'ombre de Lavinia Pinkerton persistait, aussi lourde et bien pressée que sa présence l'avait été autrefois. Son absence était encore fraîche, non seulement comme figure d'influence, mais comme miroir dans lequel beaucoup s'étaient vu se refléter, même de manière inconfortable. Madame Edgecombe, après une gorgée particulièrement longue de son thé, brisa la glace avec une audace caractéristique. « Eh bien, ma chère, je dois dire que c'est assez rafraîchissant d'être invitée à Rosebank House et de ne pas avoir l'impression d'être soumis à une évaluation surprise de ma personnalité à propos des couverts. » Il y eut un rire poli, et Ivy répondit gracieusement, même si Miss Marple remarqua la légère lueur dans les yeux de la jeune femme, un moment de souvenir hérité peut-être. « C'est une belle maison, » a déclaré Griselda Clément, tentant de prendre une tournure de conversation plus délicate. « On l'a vu tellement de choses, j'ose le dire, et maintenant sous vos soins, il pourrait enfin reposer. »« Oui, » dit lentement Ivy, « même si remettre une maison au repos n'est pas une tâche facile, surtout quand elle se souvient de choses que même les murs ne disent pas à haute voix. » Miss Marple, assise près de l'âtre, remarqua le léger froncement de sourcils du révérend Clément et l'inconfort poli qui s'ensuivit. Les villageois n'étaient pas méchants, mais c'étaient des gens pratiques, façonnés par la tradition et par les apparences. La rédemption et la réconciliation étaient de nobles idéaux, mais ils ne savaient pas toujours où les mettre sur la table à thé. Une fois les invités partis et la vaisselle débarrassée, Ivy et Miss Marple restèrent dans le salon, tenant toutes deux une deuxième tasse de thé tiède. « Ils veulent m'accepter, » dit doucement Ivy. « Mais ils ne savent pas comment faire. Je ne peux pas leur en vouloir. »« Vous devez leur laisser du temps, » répondit Miss Marple. « Ils ne résistent. Pas toi, chère. Ils s'adaptent à une nouvelle version d'une histoire qu'ils pensaient déjà comprendre. »« Ils n'arrêtent pas de me demander, » poursuivit Ivy, « si je vais rester ici. Garder Maison Rosebank. Je pense qu'une partie d'entre eux s'attend à ce que je le vende et que je parte. Et que faire toi, qu'attends-tu de toi ?» Ivy regarda le médaillon sur la cheminée, scintillant faiblement dans la lumière déclinante. « Je pense que je veux en faire quelque chose de meilleur, pas seulement pour moi, mais pour ceux qui n'en ont jamais eu l'occasion. Ma mère, même Lavinia d'une certaine manière. » Miss Marple émit un léger son d'approbation. « Alors commencez par ce qui est le plus simple, la gentillesse, l'ouverture et la vérité dite avec douceur. La plupart des villageois réagissent très bien à ces trois choses, même si cela leur prend du temps. » Un moment passa dans un silence convivial. Puis Ivy a dit « Il y a autre chose que je voulais te demander. » Miss Marple posa sa tasse. « Oui? Avez-vous déjà soupçonné Florence auparavant? Il n'était pas nécessaire de le préciser.
Le nom de Florence Winslow n'avait pas été prononcé pendant le thé, mais elle avait été présente à chaque pause. Miss Marple resta silencieuse un moment. Puis, de sa voix mesurée, je soupçonnais que Florence était en colère, pas extérieurement. Mais la colère ne rugit pas toujours. Parfois, elle persiste, comme de la fumée sous le plancher. J'avais remarqué à quel point elle était protectrice envers vous, même lorsque vous ne le demandiez pas. C'était le genre de loyauté qui suggérait quelque chose de plus profond, quelque chose d'hérédité. Elle m'a dit une fois, a déclaré Ivy, que les familles se protègent, mutuellement. C'était une semaine avant la mort de Lavinia. Le regard de Miss Marple se tourna vers le feu, où seules des braises brillaient désormais. Il existe de nombreux types de justice, Ivy. La justice juridique, la justice morale, et puis la justice personnelle, farouchement privée, souvent mal avisée. Florence croyait corriger un tort, mais en fin de compte, elle en a simplement créé un autre. 2 jours plus tard, Miss Marple se rendit à Eastbourne. Elle avait écrit à l'avance et fut chaleureusement accueillie par Madame Ethel Winslow, la mère de Florence qui vivait sur une terrasse modeste, mais bien entretenue près de la mer. « Je tiens à te remercier », dit Ethel tandis qu'elles étaient assises, avec du thé et des biscuits aux amandes. « Pour ta gentillesse, je ne sais pas si ma Florence retrouvera un jour sa raison, mais je suis contente qu'elle n'ait pas été traitée comme un monstre. »« Ce n'est pas le cas, » a déclaré Miss Marple. « C'est quelqu'un qui aimait trop et trop aveuglément. »« Elle a toujours été la plus silencieuse, » murmura Ethel. « Après la mort de son père, elle s'est repliée sur elle-même. Et quand elle a découvert Nora, c'est bien, elle en a fait sa mission. Je ne voyais tout simplement pas jusqu'où elle était allée. » « Elle croyait protéger un héritage qui lui avait été confisqué, » a déclaré Miss Marple. « Mais le problème avec les héritages, c'est qu'ils n'appartiennent pas au passé. Ils appartiennent aux vivants. » Ethel hocha la tête et les 2 femmes s'assirent ensemble en silence, la brise marine tapotant doucement la vitre. Cette nuit-là, de retour à St. Mary Mead, Miss Marple alluma une seule lampe dans son salon et écrivit la dernière entrée dans un petit journal relié en lin qu'elle gardait pour elle. Elle a enregistré les événements du mois dernier, non pas pour la postérité, mais pour y réfléchir. Alors qu'elle fermait le livre et se levait pour tirer les rideaux, ses yeux aperçurent les dernières lueurs du jour tombant à travers. La haie glycine, point ses pétales, autrefois épais et parfumés de fleurs, avait commencé à tomber pour de bon. Le chemin en contrebas était parsemé de leurs restes violets. Une autre saison qui passe. Une autre histoire s'arrête, mais au fond de son cœur, Miss Marple le savait. Aucun secret ne restait enfoui pour toujours, et aucune vérité, une fois, révélée, ne pourrait rester invisible. Le jardin de Rosebank House a toujours été la fierté de Lavinia Pinkerton. Ses haies soigneusement taillées, ses majestueux rosiers et ses allées bordées de pierres reflétaient la rigueur sévère de son ancienne maîtresse. Mais dans les semaines qui ont suivi son décès, la nature a commencé à adoucir les limites. Ivy Reston n'avait pas essayé d'apprivoiser le jardin à l'image de Lavinia. Elle l'avait laissé respirer. Et maintenant, alors que le long après-midi se transformait en un crépuscule doux et doré, le jardin témoignait de quelque chose de nouveau. La vie, non pas comme préservation, mais comme renouveau. Ivy se déplaçait lentement parmi les parterres de fleurs, traînant une main gantée le long du mur de pierre, ses pensées lointaines mais pas troublées. Dans son autre main, elle tenait le désormais célèbre médaillon, non plus caché mais porté ouvertement sur son cou, un symbole discret d'identité revendiquée plutôt qu'acquise. Elle s'arrêta sous la tonnelle de glycine, dont les fleurs s'étaient fanées, pâles fantômes de leur gloire passée. Les vignes murmuraient dans la brise, et l'espace d'un instant, elle imagina la voix de Lavinia, non plus aiguë et impérieuse comme autrefois, mais pensive, pesante, incertaine. La lettre que Lavinia avait laissée ne l'avait pas absoute, mais elle avait à sa manière offert un pont entre les âges. Miss Marple avait dit un jour que la vérité était lourde. Ivy sentait toujours ce poids, mais elle se sentait aussi devenir suffisamment forte pour le porter.
Derrière elle, le portail claqua doucement. Elle se tourna pour trouver Benedict Hayter, entrant, un cartable usé en bandoulière et une petite toile roulée à la main. « Je ne t'attendais pas avant demain », dit Ivy avec un sourire. Il haussa les épaules, l'air penaud. La lumière était trop belle pour la gâcher. Je pensais t'apporter quelque chose. Elle haussa un sourcil. Un tableau? Il hocha la tête et déroula la toile. Il s'agissait d'une étude du jardin de Rosebank House, plus précisément de la tonnelle de glycine. Mais le point central n'était pas les fleurs, ni le vieux chemin de pierre. C'était une silhouette, sous les vignes. Une femme vêtue d'une robe simple, le visage tourné vers la lumière, un médaillon d'argent attrapant le soleil au niveau de sa clavicule. Ivy le regarda fixement. « J'espère que cela ne vous dérange pas, » dit rapidement Benedict. « J'ai travaillé de mémoire. »« C'est magnifique, » dit-elle doucement, « mais tu m'as donné l'air résolu. »« Tu l'étais, » répondit-il. « Tu l'es. » Elle le regarda, encore un moment. Puis, d'une voix calme mais ferme, il dit « Veux-tu du thé ?» Il sourit. « Je pensais que tu ne demanderais jamais. » Ailleurs, à St. Mary Mead, Miss Marple pliait du linge. La tâche, banale et méthodique, était une tâche qu'elle trouvait particulièrement satisfaisante après la conclusion d'un mystère. Remettre les plis à leur place, lisser ce qui avait été tordu ou emmêlé. Tout cela ressemblait à une continuation de ses investigations, mais avec du coton et du lin au lieu d'erreurs de jugement humaine et de secrets fatals. On frappa doucement à sa porte. Florence, qui n'est plus en détention mais discrètement transférée dans une maison de convalescence près de Basingstoke, avait écrit une brève note à son employeur quelques jours plus tôt. L'encre était tachée, la main incertaine, mais le message était clair. « Je suis désolé. Je pensais que j'allais bien. Je ne savais pas comment lâcher prise. » Miss Marple avait répondu de la même manière. Le lâcher-prise commence par le pardon, envers les autres et envers nous-mêmes. Soyez gentille avec vous-même, Florence. Mais la visiteuse à la porte n'était pas Florence. C'était l'inspecteur Cray, en civil aujourd'hui, son visage usé par de longues heures, mais son expression inhabituellement détendue. « J'ai apporté quelque chose pour toi, » dit-il en brandissant un paquet enveloppé de tissu. Miss Marple l'accepta et déballa pour révéler une petite passoire à thé en argent avec un délicat motif de vigne gravé le long du bord. « C'était celui de Lavinia, » expliqua Cray. « Ivy l'a trouvé au fond d'un tiroir et a dit qu'elle pensait que vous apprécieriez le travail. »« Oui, » dit Miss Marple en le retournant dans ses mains. « C'est charmant. Réfléchis aussi. »« Elle se débrouille bien, » a poursuivi Cray. « Mieux que prévu. Les villageois se sont réchauffés. Lentement, bien sûr. Un scone à la fois. » Miss Marple rit. Le chemin vers l'acceptation est souvent pavé de confitures et de mélasses. Il s'assit en face d'elle, son thé déjà préparé, et ils tombèrent dans un silence convivial. Au bout d'un moment, il demanda « Pensez-vous qu'elle va rester ?» Miss Marple y réfléchit. « Oui. Ivy a un don que Lavinia n'a jamais vraiment réussi à maîtriser. Elle écoute. Et dans un village comme celui-ci, c'est la moitié de la bataille gagnée. Et l'autre moitié? Patience, dit-elle. Et rappelez-vous que les vieux fantômes peuvent chuchoter, mais qu'ils ne décident pas de l'avenir. » Au crépuscule, la cloche de l'église sonnait 6 fois, son écho se répercutant doucement sur les toits. Ivy et Benedict se dirigèrent vers la place, sans se presser. Le médaillon reposait contre sa poitrine, frais et immobile. Le chat du presbytère, un calicot avec une oreille toujours courbée vers l'arrière, se glissa sur leur chemin et disparut dans la haie. « Êtes-vous nerveux à propos du rapport d'enquête » demanda Benoît. « Plus maintenant, » dit Ivy. « Je sais ce qu'ils diront. Des causes naturelles, exacerbées par la digitaline, un accident, ou du moins un acte non motivé par la malveillance. Mais tu n'y crois pas. Je pense que Florence a fait ce qu'elle croyait être juste, mais en fin de compte, c'était toujours un choix enraciné dans la douleur. » Ils atteignirent le green.
où quelques enfants du village jouaient dans un ballon de football en cuir usé, sous la dernière lueur de la lumière. Leurs cris étaient vifs et clairs. C'est pourquoi j'ai décidé de transformer Rosebank en fiducie, a déclaré Ivy. Benoît cligna des yeux. Une fiducie, pour les jeunes femmes, en particulier celles qui n'ont ni famille ni nom, un endroit pour apprendre, se reposer, devenir quelque chose de leur propre choix. J'y vivrai aussi, bien sûr, mais je veux que la maison fasse plus que faire écho à l'héritage de Lavinia. Il sourit. Vous changez l'histoire. Elle regarda vers l'horizon où les nuages avaient commencé à se séparer, laissant apparaître une bande d'or doux au-dessus des collines. Non, dit Ivy. Je continue, mais avec une meilleure fin. Tard dans la nuit, dans son petit cottage, au bord du green, Miss Marple se tenait près de la fenêtre de sa chambre, se brossant les cheveux en mouvements lents et délibérés. Le jardin à l'extérieur était silencieux et argenté au clair de lune. La glycine avait désormais perdu la plupart de ses fleurs. Il restait quelques pétales pâles, accrochés comme des souvenirs au treillis. Mais alors même qu'ils tombaient, de nouveaux bourgeons se formaient déjà, tranquillement, patiemment. Elle se détourna de la fenêtre, souffla la lampe et laissa l'obscurité s'installer doucement sur elle. Le mystère était résolu. Les blessures, pas toutes guéries, mais soignées. Et dans le silence qui suivit, Miss Marple dormit, sachant que même dans un village secret, la paix pouvait prendre racine et fleurir.